à tous. Cette conférence de clôture est animée par deux grands champions, je vous l'ai dit. À ma droite, j'ai monsieur Daniel Costantini, sélectionneur évidemment de l'équipe de France de handball de 85 à 2001, 16 ans. Donc à la tête de l'équipe de France où il a mené le handball français au top niveau avec notamment 2 titres mondiaux. On s'en souvient en 95 et en 2001. Et vous avez été également élu meilleur entraîneur de handball de tous les temps. Et à ma gauche, il y a Éric Quintin, qui est un ancien champion, qui a fait partie des bronzés en 92, qui a été champion du monde en 1995 avec cette équipe de handball et qui est aujourd'hui conseiller technique régional, responsable du pôle espoir Provence-Alpes-Côte d'Azur. Daniel avait notamment créé ce pôle dans les années 70. Et aujourd'hui, vous êtes entraîneur de l'équipe de France jeune masculine. Et vous êtes un excellent éducateur. Et on va parler forcément avec vous deux de transmission, parce que vous l'aurez compris, donc Éric a eu comme sélectionneur et un petit peu comme papa spirituel Daniel Costantini. Alors messieurs, on va parler d'abord de transmission et aussi de l'étape qu'il y a autour de toutes ces longues années à la tête de la sélection, parce que évidemment il faut transmettre. Il y a aussi des périodes fastes avec des périodes de succès, mais il faut savoir gérer autant les succès que les échecs dans la vie, mais aussi dans les entreprises, bien évidemment. Oui, moi, ce que je voudrais dire, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport au thème de ce débat, il y a quelque chose qui m'avait préoccupé quand j'avais pris mes fonctions en 1985, c'est que j'avais l'impression que, assez souvent, quand on intégrait de nouveaux joueurs dans l'équipe de France, qu'ils avaient encore énormément de choses à apprendre. Alors moi, ça ne me dérangeait pas, parce que moi, je me suis toujours pris pour un prof. Donc le prof, il est là pour faire apprendre. Donc je prenais mon survêt de formateur et je formais même des gens qui venaient de rentrer en équipe de France. En voyant jouer l'équipe d'Éric Quintin, là, qui a été champion du monde il y a quelques semaines, pour des garçons qui ont moins de 19, je ne me trompe pas, donc très jeunes, bon, qui ne sont pas encore capables de rentrer en équipe de France, mais quand on les voit jouer, on a l'impression qu'ils ont déjà tout compris. Ils savent faire plein de choses. Et la question que je me pose, c'est comment cela est-il devenu possible? Alors bien sûr, il y a plusieurs hypothèses, de dire que ceux comme lui qui forment les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus performants que ceux qui les formaient à mon époque. Enfin là, ce serait faire un peu injure aux formateurs de cette génération-là. Mais je crois que le plus important, par rapport à la transmission, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'équipe de France de handball étant la plupart du temps très bien classée, sinon la première, bon, il y a une espèce de transpiration qui se fait de la compétence vers les strates plus jeunes, et que cette transpiration, ça c'est un terme d'entraînement, vous avez compris, cette transpiration, si je dois la définir, je dois dire c'est l'augmentation du niveau d'exigence. Moi, quand j'ai eu Éric Quintin en seconde pour apprendre le métier de handballeur, j'ai essayé de lui faire acquérir le plus de choses possible. Mais comme il était assez doué, je n'étais pas forcément très exigeant avec lui. Vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui rentrent dans ces structures de formation, quand ils sont très doués, eh bien, je pense que les coachs leur demandent encore plus qu'aux autres. Voilà. Et cette exigence fait que, assez vite, ils sont capables de remplacer leurs aînés. Alors Éric, on s'interroge évidemment comment on procède pour intégrer les jeunes, que ça soit dans une entreprise ou dans un groupe, là dans une équipe de handball. Vous avez eu des jeunes, alors il y a un exemple, on en avait parlé avec Daniel, il y en a plusieurs évidemment, mais il y a un exemple qui nous venait à l'esprit, c'était Fabregas, le jeune de Montpellier, qui est devenu l'un des meilleurs du monde. Vous l'avez connu vraiment très jeune et il s'est parfaitement intégré à cette équipe de France. Oui, j'aurais voulu aussi apporter au témoignage de Daniel ce que j'ai vécu moi de l'intérieur, c'est que Daniel, dans sa forme de manager, ne te faisait jamais sentir que tu étais jeune. C'est-à-dire qu'il ouvrait très vite la porte aux nouveaux arrivants. Et alors ça dérangeait probablement les anciens, parce que j'ai pas eu le temps d'être ancien. Donc cette façon de faire nous a très vite fait oublier. On arrive évidemment sur la pointe des pieds, on n'a pas envie de trop perturber, d'être mal vu par les anciens, parce que c'était aussi nos idoles quand on était plus jeunes. Mais cette façon de faire de Daniel, et je l'ai conservée, c'est de ne pas prêter attention plus aux jeunes ou à l'ancien, c'est de faire confiance à tous et d'essayer que la sauce prenne. Et un garçon comme Ludo, c'est un garçon unique. Hein. Je pense que Daniel, la première fois que tu l'as vu, tu as dû avoir la même impression que moi. Un personnage incroyable, tout jeune,
Mais bon, déjà une armoire impressionnante, mais un sang-froid, une détermination, quelque chose de totalement exceptionnel. Alors ce garçon, il fait partie des très rares à avoir sauté une classe. C'est-à-dire que de moins de 19, il est passé directement en A. C'est-à-dire qu'il y a un étage moins de 21 entre les deux normalement. Voilà, donc ils sont 2 ou 3. Il y a Nico Karabatic, Bertrand Gilles et Ludo Fabregas. Donc vous voyez dans quelle catégorie de joueurs se trouve Ludo. Donc pour les autres, je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est la force de conviction. Le handball français, avant que Daniel arrive, tu l'as précisé, venait vraiment du plus bas. Daniel les a pris en mondial C, c'est-à-dire, je ne sais pas combien ça fait d'équipes, mais voilà, Daniel les a montés du handball mondial C au titre de champion du monde. Mais avant d'arriver au titre de champion du monde, l'ascension est difficile, elle nécessite beaucoup d'efforts, de travail. Mais il y a un élément dont je suis persuadé, parce que nos nouvelles générations en sont complètement... elles le ressentent vraiment dans leur corps, c'est la conviction qu'on peut gagner. Et moi, dans mon enfance, cette conviction-là n'existait pas, parce que y avait l'URSS, il y avait la Yougoslavie, et on les regardait avec beaucoup d'admiration, et cette admiration faisait qu'on subissait un peu ce rapport de force. Le temps que Daniel a mis pour nous faire comprendre qu'avec le travail et les conditions qui environnent le travail, c'est-à-dire le professionnalisme que tu as permis de construire en équipe de France, a permis, avec la répétition des échecs, de temps en temps moins d'échecs, puis de temps en temps des victoires contre des équipes qu'on ne pensait jamais gagner. Et maintenant, tout ce travail-là est fait. Donc toutes nos équipes de jeunes, quelles que soient les générations maintenant, elles arrivent avec le devoir de gagner. Et non plus le devoir d'essayer de gagner. Voilà. Donc il y a une force de conviction qui m'apparaît totalement fondamentale et voire primordiale dans la capacité de réussir. Daniel, vous me disiez quand on a préparé cette table ronde, effectivement qu'il y a eu souvent des réussites et derrière il y avait des échecs, mais que finalement c'était dans les échecs qu'on apprenait le plus, et dans le monde de l'entreprise c'était pareil, parce que lorsqu'il y a des échecs, il y a forcément un débriefing derrière, et il y a un débriefing surtout participatif où on essaye de comprendre les raisons de l'échec pour retrouver à nouveau évidemment la réussite. Oui, enfin, j'espère que ça se passe comme ça. On est tombés d'accord tous les deux là-dessus. C'est vrai que quand je rencontre des gens du monde de l'entreprise, je leur dis attention au débriefing après succès. On est toujours déçus par les débriefings après succès parce que la nature humaine est telle que quand on débriefe après avoir gagné, chacun des membres de l'équipe est capable de dire non, mais c'est moi qui ai pris la part la plus importante dans le succès. Rappelez-vous, j'ai marqué tant de buts, j'ai fait tant d'arrêts, etc. Alors ces débriefings-là, à mon avis, moi, ils ne m'ont jamais apporté beaucoup. Par contre, se réunir et parler ensemble, rechercher les raisons pour lesquelles on n'a pas réussi, ça, c'est fondamental. Parce que ce qui est très important, c'est la construction de référentiels partagés, ça c'est clair. Pour que ce soit partagé, il faut que ça s'appuie sur les verbalisations de tout le monde. Et ensuite, quand on a réussi à tirer les conséquences d'un échec ou d'une non-réussite, il faut ensuite ranger ça quelque part au cas où, dans l'avenir, quelque chose qui nous arrive ressemble à ce qu'on aurait déjà vécu. Voilà. Ça, c'est la démarche un petit peu de... Alors, moi, ça m'a amené à devenir de plus en plus participatif, parce qu'au départ, même à l'époque d'Éric, au niveau des débriefings, je n'ai pas souvenir d'en avoir fait des emblématiques et tout ça. Bon, ils étaient intelligents, donc ça allait sans dire. Bon. Par la suite, après quelques échecs cuisants, on a essayé de faire en sorte que il n'y ait pas ce même manque. Mais c'est vrai qu'il a fallu aussi que je me forme à cette technique, parce que quand on est quelqu'un qui aime plutôt la directivité, parce que la directivité, indiscutablement, ça fait gagner du temps. Hein, voilà. Comme on disait à l'époque, on ne va pas perdre du temps, blablabla, on va s'activer. Voilà, s'activer, l'air de dire, on va transpirer, on va répéter, etc. Bon, mais quand on essaie de changer de ce type de format de management, eh bien, il faut acquérir le savoir-faire. Et le savoir-faire, de base, c'est donner la parole aux gens, savoir les écouter, savoir comprendre ce qu'ils veulent dire, parce que parfois, dans une équipe sportive, c'est pas comme en entreprise. En entreprise, il y a à peu près, par niveau, à peu près la même capacité à s'exprimer, alors que dans les équipes de sport co, il y a de tout. Hein. Et aujourd'hui, il y a encore plus de tout qu'à mon époque. Hein. Donc voilà, que chacun soit capable de s'exprimer, d'être entendu par les autres, par le coach en particulier. Et ensuite, bien sûr, le boulot du coach, c'est de faire la synthèse de tout ça, et cette synthèse, la fixer pour qu'elle soit réutilisable. Alors il y avait le coach et puis il y avait Éric sur le terrain. Éric, vous avez senti justement que finalement c'était lors de ces échecs que vous avez appris le plus, parce que Daniel aussi a évolué selon les périodes, selon les échecs ou les périodes plus fastes.
Oui, alors Daniel a vécu longtemps avec un groupe, tu as fait un gros renouvellement en fin des années 80, mais ensuite ce groupe-là, nourri de jeunes générations, a vécu longtemps, enfin longtemps à l'échelle du sport, hein, et dans la réussite, et parfois évidemment quelques échecs, parce qu'on est aussi la génération qui a découvert le professionnalisme, et qui est rentrée dans le professionnalisme sans se rendre compte que ça pouvait être un métier. Donc on a un peu brûlé la chandelle par les deux bouts, c'est ce qui a aussi donné une image un peu sulfureuse et sympathique à cette équipe. Mais il y a un trait commun entre Daniel et ce groupe-là, c'était la haine de la défaite, c'était la détestation de perdre. Et c'était quelque chose de, alors non pas de fédérateur, mais qui nous réunissait quand même, parce qu'on détestait tellement perdre qu'on était capable de se rentrer dedans, de se dire les choses avec une intensité folle, et le lendemain de se remettre au travail, parce qu'on souhaitait absolument gagner. Voilà, nous, Daniel nous a sortis de l'ombre, nous a mis à la lumière, et on y a pris goût, et on voulait y rester. Et puis le fait de contribuer à ce que le handball devienne un sport reconnu était aussi quelque chose de très important pour nous. Donc on est conscient d'avoir vécu ça avec ce moteur de vouloir gagner, certes, mais on voulait surtout ne plus perdre. Moi, je peux vous raconter une anecdote pour que vous compreniez, si vous ne le saviez pas déjà, ce qu'était l'état d'esprit des Barjots. Ça se situe à Barcelone au moment où on va jouer la demi-finale contre la Suède. Il se trouve que chronologiquement, nous jouions la deuxième demi-finale. Et qu'on nous avait demandé de faire un échauffement en dehors du terrain parce que les demi-finales devaient s'enchaîner dans un laps de temps très court pour des problèmes de télévision et tout ça. Donc dès qu'on est arrivé dans le Palais des Sports, j'ai demandé où est-ce qu'on s'échauffait, et à ma grande désillusion, déception, on me montre une salle qui était très petite. J'ai dit, mais là, il n'y a que nous qui allons nous échauffer. On me dit, non, vous allez vous échauffer en même temps que les Suédois, nos adversaires, nos ennemis en plus. Hein, bon. Et là, bon, je ne sais pas, par un concours de circonstances, je savais que nous allions investir la salle avant les Suédois. Et dans le vestiaire, avant de lâcher mes troupes pour l'échauffement, je leur dis, surtout ne faites pas de provocation pendant l'échauffement. Surtout, laissez un peu de place pour les Suédois. Surtout, respectez-les. C'est sur le terrain qu'il faut les tuer, c'est pas l'échauffement. Bon, on commence à occuper l'espace, on était tout seuls. Et puis quand les Suédois sont entrés dans la salle, eh bien, ils se sont aperçus que les Français ne voulaient pas leur lâcher le moindre centimètre carré d'espace. C'est-à-dire, on faisait déjà des passes, on leur faisait des passes dans la tête, on les bousculait et tout ça. Vous voyez, les Barjots poussaient le souci de gagner jusqu'à provoquer l'adversaire pour essayer de lui faire perdre ses moyens. En l'occurrence, ils n'ont pas perdu tout à fait leurs moyens parce qu'on a perdu ce match-là. Mais moi qui avais dit une chose à ne pas faire, ils ont fait tout le contraire. C'est les Barjots. Daniel, lorsqu'on a évoqué la transmission, et notamment la transmission dans une équipe et dans l'entreprise, vous m'avez dit, au sein d'une équipe, forcément, il y a une transmission. Quand le petit jeune arrive, il doit être accepté par l'aîné. Et en entreprise, c'est tout l'inverse. Les seniors, on a tendance à les mettre de côté. Il n'y a pas cette notion de tutorat, et vous le regrettez parce que c'est la clé aussi de la réussite au sein d'un groupe, donc ça devrait être aussi la clé de la réussite au sein d'une entreprise. Oui, ça, moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. Et donc, ne l'ayant pas compris, j'ai dû m'accommoder pas de rivalité entre un jeune et un titulaire au même poste, mais quand même des comportements un petit peu borderline, quoi, voilà. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu n'essaies pas de confier à l'ancien une mission de nature à permettre beaucoup plus facilement l'adhésion du nouveau joueur, c'est-à-dire le terme de tutorat que Karine vient d'utiliser est bien choisi. L'ancien, au même poste, est le tuteur du jeune qui arrive. Alors en plus, nous, vous savez, dans le sport, on aime beaucoup les symboles. Donc on a une cérémonie, je ne sais pas si ça existe toujours, la cérémonie du coq, puisque pour avoir le coq tricolore et l'arborer à sa boutonnière, il faut avoir fait 5 sélections. Donc au début, tu arrives, tu n'as pas droit au coq, et puis un jour, tu as droit au coq. Donc il y a une cérémonie devant tout le monde où l'ancien accroche le coq, un peu comme on accroche une légion d'honneur aux jeunes qui arrivent. Mais au-delà de ça, j'ai tenu, vers la fin de ma carrière, à ce que ce tandem soit un tandem, l'un essayant de former l'autre à tout ce qui devait être appris, plutôt que de faire des formations les mêmes pour tout le monde et de faire perdre du temps à des anciens qui savent très bien ce qu'on fait dans telle et telle circonstance. Il y avait cette tentative de tutorat, mais qui n'était pas institutionnalisée, qui n'était pas payée non plus, qui était totalement gratuite. Et ce que je reproche au monde de l'entreprise, qui se pose beaucoup de questions avec ces seniors, c'est de ne pas assez les utiliser dans ce sens-là. Mais il y en a qui le font très bien, hein, mais elles ne le font pas toutes. Voilà.
Et ça, c'est un petit peu dommage parce que l'expérience, eh bien, celui qui la détient, c'est dommage qu'il la garde que pour lui. Eric, avec votre passé de sportif, finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas les mêmes problèmes dans l'entreprise et dans un groupe? Parce que toutes les intégrations des jeunes ne sont pas forcément idylliques et tous les jeunes ne sont pas accueillis les bras ouverts. C'est ce que j'aurais ajouté, c'est qu'il n'y a pas de vérité unique. Ça dépend du groupe, ça dépend des individus qui composent le groupe, ça dépend du coach. Le coach a une place vraiment importante parce que c'est lui qui donne le cadre. Et dans ce cadre-là, il doit quand même rester vigilant. Les humains ont ça de particulier qu'il y a quand même une forme de concurrence. C'est la nature. Moi, quand je suis arrivé, j'avais un ailier gauche fameux qui, depuis des années, réussissait bien avec l'équipe de France. Mais il m'a accueilli, il m'a aidé à obtenir mon CAPES. Tu vois, donc il m'a vraiment accueilli avec bienveillance. Ce qu'il y a de certain, c'est que malgré tout, le jeune doit faire ses preuves. Sa place, elle ne lui est pas donnée. Alors Daniel parle de parrainage, mais il n'a pas dit qu'il y avait aussi un petit bizutage. Mais on n'en parle à personne. Mais il fallait aussi faire sa preuve, faire son petit discours, faire sa petite chanson, se balader dans l'hôtel dans des tenues parfois pas recommandables. Mais le jeune doit malgré tout faire ses preuves. Alors, mais le jeune respecte l'ancien. Parce que l'ancien, il est dépositaire de la culture du groupe, il est dépositaire d'une forme de jeu, il est dépositaire de l'esprit qui mène l'équipe vers l'exigence. Et le jeune n'est accepté que s'il respecte les valeurs du groupe. Alors dans le milieu de l'entreprise, j'imagine assez aisément que ça puisse ressembler à ça. C'est-à-dire que après, l'avantage du sport, et en tout cas de notre sport, c'est que tu vis en accéléré. Alors quand tu es en club, c'est X matchs par an, toutes les semaines. Quand tu es en équipe de France, nos premières années avec Daniel, on avait presque 80 matchs en 2 ans, quoi. Donc tu vis en accéléré et le terrain, pour moi, reflète la réalité. C'est-à-dire que tu peux parler, tu peux dire des choses, mais une fois que tu es sur le terrain, les mots doivent absolument prendre corps. Et ce moment-là est un moment privilégié pour asseoir une réalité et faire que le lien qui s'est construit dans les échanges soit consolidé parce que la réalité reflète des mots qu'on a voulu, des intentions qu'on a voulu. Voilà, donc moi c'est ce que j'apprécie dans le monde du sport. Maintenant que je suis plus sportif, je l'apprécie aussi en dehors, mais je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut plus de temps, plus de réunions, plus d'échanges, plus d'expérience pour que les mots échangés deviennent réalité et nous fassent avancer d'un tout petit peu. Voilà. Donc merci Daniel pour ce que tu m'as apporté dans le sport. Mais cette expérience-là, elle n'est pas si facile que ça à reproduire en dehors du sport parce que le sport accélère et multiplie les expériences et te confronte beaucoup plus sèchement et vivement à la réalité. Daniel, le dernier point qu'on va évoquer, c'est, vous me disiez, le problème, c'est que dans le monde de l'entreprise, l'entraînement n'existe pas. Alors que forcément, dans une équipe de hand ou dans une équipe sportive, il y a un entraînement, il y a la possibilité d'une amélioration petit à petit, alors que dans l'entreprise, finalement, il faut être performant pratiquement tout de suite. Alors, et c'est justement là, dans l'entreprise, que le rôle du manager est très important. Parce que c'est vrai que les sportifs passent 90% de leur temps à se préparer. Donc on peut envisager tout un tas d'améliorations, bien sûr. Et je dirais deux grandes catégories, amélioration individuelle du joueur. Alors ça, on l'a découvert sur le tard. Moi, je n'étais pas fanatique de ça au départ. Et puis après, avec le temps imparti, on a pu s'y livrer. Et c'est vrai que juste pour vous situer un petit peu des grandes proportions, quand on a été médaillé olympique à Barcelone avec Eric, le staff de l'équipe de France, c'était 4 personnes. 4 personnes. Il y avait moi, il y avait mon adjoint qui avait plutôt un profil logistique, enfin il n'est pas là donc on peut le dire. Il y avait le médecin pour faire les diagnostics et il y avait un kiné pour remettre 16 athlètes de haut niveau le soir en bon état. Bon. Au jour d'aujourd'hui, mon successeur là, qui vient de passer la main, Claude Onestin, il a pu compter à un certain moment sur une dizaine de personnes à ses côtés. Alors c'est vrai quand tu as un staff de 10, un groupe de joueurs de 16 et que tu es le chef, il faut que tu gères les deux entités. Parfois ensemble, parfois séparément. C'est quelque part une préoccupation. Mais au moins, tu as à chaque fois l'athlète qui est au contact de quelqu'un susceptible de le faire progresser dans certains domaines. Et le progrès personnel, c'est très important parce que ça débouche sur la confiance en soi. Et quand on demande à des gens, en entreprise ou dans le sport, d'être confrontés à leurs propres limites,
S'ils ont confiance en eux, c'est plutôt mieux que s'ils doutent systématiquement dès qu'ils mettent un pied sur le terrain. Voilà. Et puis il y a bien sûr le travail collectif, la grand-messe collective de l'après-midi, basée sur le respect de la relation, comment tu joues, comment je joue, regarde comment je joue, je regarde comment tu joues. Et puis ensuite, bien sûr, contre qui va-t-on jouer? Ce qu'on appelle en entreprise de benchmarking. C'est vrai que les sportifs font beaucoup de benchmarking en regardant les vidéos des adversaires et tout ça. Donc vous voyez, c'est une formation qui ne laisse rien au hasard, l'aspect individuel et l'aspect collectif. Sauf qu'en entreprise, il n'y a pas ce temps imparti. Donc il faut que les managers arrivent à trouver des solutions individuelles pour faire améliorer chacune des personnes passées sous leur responsabilité. Et puis de temps en temps, par rapport à des choses qui se passent collectivement, savoir les analyser pour que ça serve de leçon, si je puis me permettre, sans avoir le temps imparti. Ou alors un temps infiniment plus court. Je me souviens à un groupe bancaire où j'avais obtenu qu'un quart d'heure tous les matins, quoi, avant d'ouvrir la grille. Alors il faut arriver à l'heure, bien sûr. Mais un quart d'heure tous les matins, c'est mieux que rien. Et ça permet de régler certains problèmes. Mais pas tous les problèmes, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que des personnes souhaitent, dans l'assistance, poser des questions à Eric et Daniel? Nous avons encore quelques minutes pour pouvoir avoir leurs sentiments et leurs réactions. N'hésitez pas à lever la main, n'ayez pas peur. Il y a un monsieur là-bas à notre gauche. Un monsieur à notre gauche. Monsieur en premier. Ouais, il est plus proche et vous serez en second. Donc Olivier, une petite question par rapport à Fabregas dont tu parlais, enfin dont vous parliez tous les deux. Est-ce que sa capacité à accélérer très fort pour aller à très haut niveau, elle vient pas aussi de sa première vie de sportif, où ça a été un très grand champion, je crois que c'est de BMX ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça l'a pas tout de suite placé à un niveau d'exigence et d'apprentissage de la haute compète qui a permis, à titre individuel, qui a permis derrière de basculer dans le collectif? Oui. Je le connais, donc je déconne. Oui, non, Ludo vient du BMX trial. Il faut le préciser, c'est un BMX trial. Et de ce que je crois comprendre de ce sport-là, l'effort de concentration, d'application, de sang-froid, de s'enfermer dans cette bulle pour être en équilibre sur des choses totalement imperceptibles, je pense à façonner une personnalité de joueur qui, moi, dès le premier instant, m'a complètement impressionné. Voilà. Alors quand c'est en plus un gars qui fait presque 2 mètres et presque autant de large, voilà, encore une fois, je reprécise, il fait partie des 3 qui ont sauté une classe, et les 2 qui sont avant lui, ils ont été meilleurs joueurs du monde. Voilà, donc Ludo, oui. Après, c'est difficile aussi de toujours faire des liens de cause à effet, d'élaborer des hypothèses. Voilà, oui, il y a un effet, mais est-il prépondérant? Certainement. Est-il exclusif? Je ne suis pas sûr. Enfin voilà, il a un accompagnement qui l'a aidé aussi à avancer. Monsieur, je crois que vous aviez une question. Oui, on vous voit. Oui, j'avais une question qui confirme un peu ce que vous disiez. J'ai une question qui est, en sport, quand vous allez attaquer le sport, on n'envisage pas de ne pas s'échauffer. J'étais à la Choire de Châlons où on me parlait de TMS, de maladies sur le poste de travail. Et je constate que quand on arrive à son poste de travail, en France, on ne s'échauffe pas. Vous, en tant que... Comment se fait-il, vous qui connaissez l'entreprise, que ce message de l'ensemble ne pas pouvoir passer, alors qu'en Chine, tous les gens s'échauffent le matin, et qu'en Hollande, qui sont aussi compétitifs, voire plus que nous, tout le monde fait du vélo le matin. Donc, pourquoi ce message n'arrive pas à passer, d'après vous? Oui, non, je comprends votre préoccupation. Moi, je vais citer un exemple pour conforter ce que vous venez de dire. Sur les chantiers. Sur les chantiers, la hantise de toutes les grandes entreprises qui font des travaux publics, c'est l'accident de travail. Ça, c'est une calamité et le risque est permanent. Donc, un jour, il y a une entreprise que je ne citerai pas parce que, ils ne m'ont pas recruté récemment, donc tant pis pour elle, mais celle-là, qui est une des plus grandes, parmi les 3 ou 4, a décidé, avant que les gens partent sur leur poste de travail, de faire un échauffement organisé dont s'occupe le chef de chantier. Alors au début, ils ont voulu tourner ça un peu en dérision, en disant « mais vous n'avez pas confiance en nous, attends, moi j'ai 20 ans de boutique. » Voilà. Et puis ils l'ont fait parce que c'est dans le bâtiment, c'est un peu directif et tout ça. Quelques temps après, j'assiste
au phénomène suivant, 2 entreprises concurrentes partagent le même chantier. Et ça arrive de plus en plus souvent dans des chantiers très importants où il peut y avoir 2 concurrents qui partagent la mission. Eh bien, ceux qui n'étaient pas ouverts à cet échauffement, au lieu de se foutre de la gueule de ceux qui faisaient cet échauffement, ils ont ressenti ça comme une frustration et ils sont allés voir leur direction en disant « Pourquoi on ne s'échauffe pas, nous ?» Vous voyez ? Donc là, l'exemple a été excessivement positif. Mais vous avez raison de le dire, moi-même, parfois j'oublie d'envisager cette partie très importante avant d'entrer en action. Il faut préparer son corps à le faire dans les meilleures conditions, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, juste dire un truc par rapport à l'échauffement, parce que c'est pas la partie la plus excitante de ce qu'on a fait. On a un métier en or quand on est sportif, ça, il faut que les sportifs s'en rappellent. Mais il est certain que pour qu'il y ait de la performance, il faut une forme de discipline, une forme de rigueur, et l'échauffement fait partie de ces choses-là. Et c'est à force de le faire qu'on y prend goût. Et il faut se méfier de la facilité de se dire, bon, voilà, j'ai pas envie de m'échauffer, j'ai suffisamment d'expertise. Mais je suis persuadé, tout en étant incapable de le faire régulièrement, que cette forme de rigueur, cette forme de discipline, elle est indispensable, mais on peut y prendre goût et plaisir. Et encore faut-il y revenir régulièrement, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir écouté nos 2 champions pour clôturer cette belle journée. Je tiens... Vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, Daniel ? je voulais dire merci, Karine, parce que vous êtes aussi à l'aise pour parler des mutuelles que pour parler des athlètes de haut niveau. C'est gentil, Daniel. Merci beaucoup. Un grand merci en tout cas à tous les intervenants. Il y en a encore 2 à mes côtés qui ont échangé sur les différentes thématiques que nous avons abordées. Merci aussi à tous les exposants et tout l'auditoire présent en nom. Merci vraiment à vous tous qui avez été présents encore une fois cette année. Merci aussi et félicitations surtout aux étudiants et au staff de PEP Sport qui ont œuvré à la réussite de ce salon. Oui, on peut les applaudir aussi. Et pour terminer, merci et bravo aux organisateurs Arnaud Grumeau et Julien Pierre, et belle soirée à tous. Et ce soir, il y a du sport évidemment à la télé, hein, le PSG face au Bayern Munich. Belle soirée à tous.